Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Ensemble jusqu'aux portes de 11h. Je le disais depuis l'entame de cette émission, la ville de Conakry et d'autres villes de notre pays paraît de leurs plus beaux atours. Ces jours de fête d'indépendance en Guinée, notre pays célèbre 60 années d'accession à la souveraineté nationale et internationale, l'occasion de grandioses célébrations aussi bien ici à Conakry que dans les 33 préfectures du pays, avec à la clé une parade militaire tout à l'heure au stade du 28 septembre en présence d'une dizaine de chefs de l'État, des chefs d'État africains et d'invités de marque. L'occasion aussi, au-delà des réjouissances, de s'arrêter pour questionner le cheminement sociopolitique et économique à la fois truculent et tumultueux de notre pays depuis 1958. Que retenir de ce parcours au plan économique, politique et celui de l'unité nationale? Que prévoient les festivités marquant l'an 60 de l'indépendance de notre pays? Tour à tour, dans un instant, on prendra d'abord le pouls de ces festivités du côté du stade du 28 septembre avec Ousmane Tounkara, que nous allons appeler d'une minute à l'autre dans cette émission. Et un peu plus tard, nos invités qui vont défiler également sur cette antenne, Dr Mamadou Dinde Diallo, il est enseignant-chercheur historien du côté de Kindia, et vous allez l'entendre dans cette émission. Des politiques aussi qui vont s'exprimer ici. Ousmane Gawal Diallo, député à UFDG, Fodé Mariga aussi, et député UFDG, Dr Ousmane Kabassi, tout va bien, président du PADEST, économiste, Ahmed Kourouman du parti GUP. Donc on va aller très vite là-dessus avec nos invités tout à l'heure. Tama, je donne la parole. Nous avons Ousmane Tounkara. Nous avons Ousmane Tounkara en direct dans cette émission. Mais avant, oui, allez-y. Voilà. Bonjour Ousmane. Bonjour Ousmane. Bonjour Abakar, bonjour Tamba Zakari. Bienvenue dans cette émission. Allez-y Tamba. Voilà, vous êtes du côté du stade du 28 septembre. Il y a quand même une mobilisation qui a été annoncée. Quelle appréciation en faites-vous en ce moment précis? Tamba Zakari et tous les animateurs des grandes gueules, je vous fais comprendre que la mobilisation est en train de se faire progressivement. Il y a une très forte mobilisation. Les gens sont en train de rallier massivement le stade du 28 septembre. Alors le dispositif sécuritaire, il est mixte, composé de la gendarmerie, de la police et même de l'armée. Il y a un grand cordon sécuritaire qui est déjà établi au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Donc à ce niveau, la rentrée ne se fait pas dans la pagaille, plutôt elle se fait dans la discipline. Quand vous venez, on vous contrôle correctement et puis il n'y a pas de brutalité. Il y a vraiment de la discipline, de la citoyenneté, disons, qui est accordée à ceux qui ont effectué le déplacement au stade du 28 septembre pour la célébration de ce 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Bien, vous êtes à l'intérieur du stade déjà, Ousmane. Et qu'est-ce que vous constatez parce que la question de Tamba, on la repose. Qu'avez-vous constaté en termes de mobilisation? Est-ce que le peuple de Guinée a répondu à l'appel des autorités dans le cadre de cette célébration? Le peuple de Guinée a répondu, il est en train de répondre à cet appel des autorités pour la célébration, disons, de ce 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Le peuple est en train de répondre massivement à cet appel à Bakar Diallo. Ça veut dire que le stade il est déjà plein ou pas? Le stade est en train de faire son plein. Pratiquement, ça refoule du monde. Oui. Alors, jusque-là, oui. Ousmane Tounkara, il y a également plusieurs chefs d'État africains qui sont annoncés. Est-ce qu'on peut savoir quels sont ceux qui sont là déjà? Non, pour le moment, les chefs d'État ne sont pas arrivés. Ce sont les populations qui sont en train de rallier d'abord le stade du 28 septembre. Vous savez, le chef de l'État a procédé tout à l'heure de la zèbre de fer au niveau de la place des Martyrs. De là, il s'est rendu au palais du peuple. C'est du palais du peuple qui va effectuer le déplacement au stade du 28 septembre avec ses invités. Pour le moment, c'est la population qui est en train de faire son entrée dans le stade et attendre, disons, le chef de l'État et ses invités.
Bien, Ousmane Tounkara, donc notre envoyé spécial sur les lieux de célébration. Est-ce qu'il y a de l'ambiance sur place? Il est déjà parti ou il est là? Il est en direct, il est toujours là. Et qu'est-ce qui se passe en attendant? Est-ce qu'il y a de l'animation? De l'animation, oui. Des musiciens qui ont été mobilisés pour la circonstance? Et est-ce que vous sentez de la joie sur le visage de tout le monde? C'est jour de fête quand même. Et peut-être vers la fin, un mot sur le stade lui-même. A-t-il fait entièrement sa toilette? Oui, le stade a fait sa toilette comme on le fait. On pouvait faire mieux que ça, mais ce qui est là quand même est quand même aussi acceptable, même si on pouvait faire mieux. Par rapport à l'animation, là, les artistes sont vraiment mobilisés. Ils sont de gauche à droite. Chacun est en train de faire ce qu'il fait pour l'animation, disons, du stade pour la célébration de cette fête. Il y a beaucoup d'associations de jeunesse, de syndicalistes, munis de pancartes, partout. Voilà, les populations aussi sont munies, disons, des couleurs du pays. Bien. Ils sont vêtus de blanc, des couleurs du pays aussi pour la célébration de cette... Bien, donc on le comprend, beaucoup de couleurs, mais aussi beaucoup d'animation. Déjà, beaucoup d'ambiance au stade du 28. Peut-être un petit mot sur la parade militaire. On sait qu'il y a un défilé militaire qui va se dérouler aujourd'hui, notamment, ça va être d'ailleurs le point d'orgue de ces célébrations. Qu'avez-vous constaté à propos? À ce propos, voilà, disons, tous les corps habillés sont déjà présents ici. Ils sont de l'autre côté du palais des sports. Je crois qu'ils attendent juste le signal pour le défilé. De ce côté, pas de problème. La mobilisation, elle est totale. Bien. Ousmane Tounkara, donc, qui était en direct depuis le stade du 28 septembre. Merci Ousmane. Merci d'être passé par ici dans cette émission. On vous reprend un peu plus tard vers la fin de l'émission. On vient d'écouter Ousmane. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation déjà au stade. On ne sait pas... Cette question quand même à laquelle on n'a pas de réponse pour le moment. Le nombre de chefs d'État déjà arrivés, on nous a annoncé une bonne dizaine. Jusqu'hier, on avait 3, je crois. Hier, la question a été posée à M. Kiridi Bangoura qui ne sait pas prononcer. Donc, on avait dit au début une dizaine, mais il ne faut pas vous J'ai tout fait pour avoir le directeur du protocole de la présidence ce matin. Impossible pour savoir le nombre exact de chefs d'État. Je crois, si tu permets, Maf, le Mauritanien, le Tchadien, nous avons Issoufou, le Congolais, également là, le Malien est là, mais au-delà de ça, il y a aussi le Namibien, et en plus le Burkinabé. Ça fait déjà beaucoup en termes de mobilisation pour des chefs d'État, sans parler de la délégation française qui nous a été annoncée. Alors, on va peut-être faire une comparaison avec le cinquantenaire, parce que là, bon, ça s'est déroulé dans les conditions que nous avons connues, et il y avait eu quand même quelques chefs d'État de la sous-région qui avaient fait le déplacement, qui ont été malades. Oui, mais de ce côté, la mobilisation était beaucoup plus forte au cinquantenaire, malgré, en fait, je veux dire, parlant des officiels venant d'autres pays, voilà, malgré effectivement la maladie du général Conté. Mais moi, ce qui me chiffonne dans tout ça, c'est que c'était bien de ramener la célébration du centenaire à Conakry. Mais c'est important, quand ce sont des dates comme ça, de présenter quelque chose à la face de la nation, parce que c'est un symbole qui puisse symboliser les 60 années. Il aurait pu y avoir des infrastructures, il aurait pu y avoir quelques traces. Malheureusement, j'ai eu l'impression, personnellement, que le gouvernement s'est réveillé parce que tout simplement, vous vous souvenez de l'année dernière, c'était des jeunes qui avaient décidé de couper un gâteau parce que ça n'avait pas été célébré par les autorités. J'ai eu l'impression que cette année, parce que la mobilisation était déjà puissante sur les réseaux sociaux, les jeunes commençaient déjà à confectionner des t-shirts. J'ai juste l'impression que le gouvernement s'est mêlé à la danse à la dernière minute pour ne pas se faire voler la vedette. Sinon, on pouvait célébrer tout cela avec plus de face, mais surtout, je regrette qu'il n'y ait pas de nouveaux acquis qu'on puisse... J'aurais préféré, par exemple, pour la zone de Conakry, des écoles, de nouvelles écoles. Rien que ça, cette année, ça aurait été déjà bien. Bien. Merci, Mohamed Mara. On va essayer de revisiter l'histoire de cette indépendance en compagnie de Dr Mamadou Dindé Diallo. Il est historien, enseignant, chercheur. Il est en direct. Les grandes gueules. Dr Mamadou Dindé Diallo, bonjour.
Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Mohamed Mara. Alors, nous célébrons aujourd'hui, docteur, le 100e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Dites-nous d'abord, 1958 au 2 octobre, quelle était la configuration politique de la Guinée qui a permis d'aller à cette indépendance? Parce qu'on le sait, tous les autres pays, que ce soit en Afrique, mais aussi dans les dom-toms, qui étaient tous convoqués ce jour-là pour valider d'abord, comment ça s'appelle, la constitution de la 5e République, mais aussi pour s'exprimer sur notre adhésion ou non à la nouvelle communauté franco-africaine. Et quelle était la configuration politique de la Guinée qui a permis d'aller arracher cette indépendance? Merci, chers compatriotes. Et je voudrais d'abord souhaiter bonne fête d'indépendance au vaillant peuple de Guinée. Nous fêtons le travail fait par nos devanciers. Vous avez absolument raison, M. Mara, que nous puissions voir quel est le contexte spécifique de la Guinée. Sachez que le contexte, nous sommes venus à cette indépendance dans l'unité de tous les partis politiques. Et lorsqu'on a demandé au peuple de Guinée de pouvoir voter oui ou non pour l'indépendance, je crois que le président Sékou Touré, n'est-ce pas, n'a pas hésité, comme les autres partis, le BAG, la DSG, de demander, n'est-ce pas, à l'ensemble du peuple de Guinée de voter non. Parce que voter non signifie prendre sa souveraineté. Voter non signifie prendre son indépendance. Alors le contexte était que le peuple de Guinée n'a pas voulu que demain nous soyons jugés comme quoi on nous a donné notre indépendance et qu'on l'a refusé. Et c'est une fierté. Oui, mais justement, qu'est-ce qui a fait la différence en Guinée? Parce qu'on sait que, pour ne prendre que la sous-région, au Soudan français, actuel Mali, en Côte d'Ivoire avec le président Oufoué, mais aussi Senghor, dans un premier temps, même s'il y avait eu notamment le groupe de Casa, ensuite le groupe de Monrovia, on se souvient néanmoins que ça n'a pas été facile pour Sékou Touré et ses compagnons de choisir cette option. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce qu'on se souvient que même le pays qui s'est le plus rapproché de la Guinée, c'était le Niger, mais qui n'est pas allé au-delà de 23% de non à l'époque. Oui, s'il vous plaît. En fait, Sékou Touré, depuis, n'est-ce pas, 1947, lorsque le PDG a été créé ici, c'est une section du RDA, s'est inscrit dans la logique de l'émancipation de l'homme noir. Et sachez que le RDA était dans ce contexte. Ce n'est qu'en 1951 que, n'est-ce pas, le RDA s'est désapparenté du Parti communiste. Et le RDA s'est accointé avec, n'est-ce pas, la politique coloniale. C'est ce qui a fait la division entre Sékou Touré et le leader Houphouët-Boigny. Et Sékou Touré, n'est-ce pas, est resté dans cette ligne indépendantiste, la ligne dure du RDA. Et lorsque, donc, on a proposé la constitution de la 5e République, la Guinée a voulu que dans cette constitution, on mette le droit à l'indépendance plus tard. C'est ce qui n'a pas été fait. Et puis, la Guinée a eu la chance que, n'est-ce pas, tous les partis politiques d'alors, le BAG, la DSG, les étudiants, les élèves, tous ceux qui étaient là étaient conscients de la lutte pour l'indépendance. Alors donc, c'est dans l'unité que tout le peuple de Guinée a pris l'indépendance. Ce qui n'a pas été le cas au Sénégal. Au Sénégal, Senghor était, à un moment donné, indépendantiste. Mais il n'a pas pu parce que, n'est-ce pas, il y avait beaucoup plus de personnes qui voulaient rester dans le cadre de la colonisation. Alors, dans l'unité, nous avons dit non, nous avons acquis l'indépendance, tout a bien commencé et malheureusement, avec le temps, il y a eu cette tache noire dont on parle aujourd'hui, que tout le monde regrette, le Camboiro. Comment en est-on arrivé là? D'où est parti le déclic? Madame, la prise de notre indépendance a été un peu douloureuse. Ça a été fait, c'était comme une rupture. En fait, lorsque vous écoutez les discours entre Sékou Touré et le président de Gaulle, vous comprendrez déjà qu'il y a une hache de guerre qui est, n'est-ce pas, déterrée. Lorsqu'on dit, vous parlez d'ici d'indépendance, vous pourrez prendre l'indépendance le 20 septembre en votant non, il n'y aura pas d'obstacle, mais nous assurerons les conséquences, ça signifie déjà beaucoup de choses. Alors, dès le début de l'indépendance, il y a eu, n'est-ce pas, le peuple de Guinée, notamment le chef de l'État, a senti une certaine pression de la part de la France
Je vous apprends que la Guinée n'avait pas voulu la rupture. La Guinée, dès l'indépendance, a cherché à maintenir des liens cordiaux, n'est-ce pas, avec la France. C'est pourquoi il a envoyé Nabi Youla comme représentant de la Guinée, n'est-ce pas, à Paris, pour négocier, n'est-ce pas, que la Guinée maintienne ses relations. Malheureusement, même pour aller à l'ONU, pour que nous soyons reconnus comme 82e État, la France a refusé de nous parrainer. Alors tout ça a fait que Sékou Touré s'est senti, comme l'a dit le président Alpha Condé, comme un lion en cage. Il fallait se protéger. Alors je ne dis pas que tout était vrai, mais il y a que c'est l'environnement qui a rendu l'homme un peu dur. Il est devenu un peu paranoïaque parce qu'il pensait avoir des ennemis partout. Voilà. Alors, docteur, cet environnement, vous expliquez en partie, si vous voulez, l'homme qui est devenu Ahmed Sékou Touré à partir de 1959 par, si nous comprenons bien, ces opérations de sabotage venant de la France. Mais dites-nous, avec 60 années de recul aujourd'hui, quel est le regard de l'historien, enseignant-chercheur sur l'effectivité ou non de ces complots? Parce que, qu'on le dise ou pas, ces complots ont été un élément déterminant dans la tournure, compris les événements dans notre pays. Monsieur Mara, je ne peux parler que sur la base de ce qui existe en tant qu'historien. Tout ne peut pas être faux. Il y a certaines documentations qui existent. Ce livre tant décrié qui vient de sortir, j'ai lu dedans, n'est-ce pas, un aveu de l'un des comploteurs qui a été interrogé par la police sénégalaise, qui reconnaît avoir, n'est-ce pas, participé à une opération de sabotage. Ce témoignage existe dans ce livre Mémoire collective. C'est pourquoi j'ai été un peu outré par les réactions négatives des gens de même pas lu le livre. Il faut le lire pour le comprendre. Donc, il y a des éléments qui prouvent qu'il y a eu ces complots, par exemple, certains complots. L'agression de novembre 70, on ne peut pas ne pas accepter que c'était effectif. Les autres, il y a que, malheureusement, il n'y a pas d'archives. L'historien travaille avec les archives. Et les archives qui existaient aussi ont été souvent obtenues par la force. Et on ne sait pas dans quelles conditions réellement les gens ont fait les aveux. Même si nous retrouvons donc ces archives, ils vont s'interroger. Alors, comment est-ce que les gens ont eu à faire ces aveux? Justement, je voudrais votre intervention. Vous écoutez sur les archives parce que comme c'est qu'à l'avènement des militaires au pouvoir après la mort de Sékou Touré, nous apprenons que beaucoup d'archives ont été brûlées. Donc, on a perdu pas mal d'informations. Aujourd'hui, en 2018, les Guinéens ont envie de savoir ce qui s'est passé. Selon vous, comment est-ce qu'on peut repartir de plus belle pour donner l'histoire, pour vendre, pour reconstituer l'histoire de la Guinée dans un document et pouvoir permettre aux jeunes de lire? Comment revenir en arrière en sachant que beaucoup d'archives ont été perdues? Où se dessine l'espoir? Bien. Alors, il y a encore de l'espoir. Je vous apprends qu'en 1994, les historiens de Guinée ont créé une association d'historiens et ils ont eu pour projet d'écrire l'histoire générale de la Guinée. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de financement. Et il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique que, n'est-ce pas, la recherche soit mise à la place qu'il faut pour que, n'est-ce pas, nous arrivions. Et deuxièmement, il faut dépassionner le débat. Tant que nous ne dépassionnons pas le débat, nous ne pourrons pas trouver la vérité. Il y a des historiens qui ont aujourd'hui peur de s'exprimer parce que tout mot que vous allez placer, on va trouver, vous êtes de quel bord? Êtes-vous du bord, n'est-ce pas, des sécuritaristes ou bien anti-sécuritaristes? Voilà la question. Je voudrais d'abord que les historiens, lorsque les historiens ou bien lorsque le peuple de Guinée va dépassionner le débat et que l'État va financer la recherche, n'est-ce pas, nous arriverons à trouver les archives. Ça existe. Madame, moi, pour faire ma thèse sur l'histoire de la presse guinéenne, je n'ai pas eu d'archives en Guinée. Je les ai vus en Aix-en-Provence, en France. Je les ai vus, n'est-ce pas, à la Bibliothèque nationale de France. Ça existe à la Bibliothèque de Dakar. Il y a des archives qu'on retrouve aujourd'hui à la RTG grâce, n'est-ce pas, à la coopération avec les autres télévisions nationales n'est-ce pas, de la sous-région. Les archives existent ailleurs, madame.
nous pouvons les avoir, mais il faudrait que nous ayons le financement possible. Bien. Il faut donc que les historiens soient soutenus, qu'ils aient les moyens de faire la recherche. On poursuit cette interview. Allez-y, Jacques. Et qu'est-ce qui peut être aujourd'hui, à votre avis, l'apport des traducteurs oraux? Peut-être que nous avons encore ici quelques compagnons de l'indépendance, des personnes qui ont vu, n'est-ce pas, cette époque. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent raconter quelque chose qui peut être logé dans un document, ou alors vous avez le sentiment qu'on peut avoir toujours des interprétations diverses comme les polémiques que ce livre dont vous mentionnez tout à l'heure a suscité? Monsieur Jacques, vous avez hier écouté le ministre Lili Bangura qui a dit qu'en Guinée, il y a moins d'histoire que de mémoire. Et la mémoire, n'est-ce pas, elle se fait selon le camp qu'on soutient. C'est ce qu'il faut dépasser. Ces compagnons de l'indépendance doivent, n'est-ce pas, être objectifs. Dire réellement ce qui s'est passé, et puis, n'est-ce pas, ceux-là qui estiment qu'ils ont été victimes, dire également réellement ce qui s'est passé. Il ne peut pas avoir 26 ans de règne sans qu'il n'y ait d'ennemis. Mais il faudrait que les gens aussi osent dire: j'ai été comploteur, j'ai combattu, n'est-ce pas, ce régime, parce que j'estimais que ce régime, n'est-ce pas, avait dévié. Mesdames et messieurs, nous avons pris l'indépendance dans l'unité. C'est dans l'unité que, n'est-ce pas, tous les partis politiques, les journaux, la presse, tout le monde s'est mis dans un parti unitaire. Le PDG est dans son idéologie pour créer la nation guinéenne. Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à le faire? Il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner le débat. Docteur Mamadou Dinde Diallo, historien, enseignant, chercheur en direct dans cette émission. Dernière question, Tamba. Alors, docteur Diallo, l'histoire guinéenne est diversement appréciée selon que l'on se tient du côté, selon sa position par rapport au canon. Alors, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il s'agit de la célébration du 2 octobre. Il y a une partie de la société guinéenne, notamment politique, de l'opposition républicaine, qui a appelé ses militants à ne pas prendre part à cette célébration-là. Vous qui êtes universitaire, comment lisez-vous entre les lignes de cette décision-là? Cet appel. Je regrette. Je regrette vraiment cet appel s'il est effectif qu'une partie du peuple de Guinée a été appelée à ne pas célébrer, n'est-ce pas, le sang versé par nos ancêtres pour qu'on ait cette indépendance. Si nous sommes aujourd'hui libres de parler, vous et moi, c'est parce qu'il y a eu cette indépendance. Ce n'est pas célébrer un parti, ce n'est pas célébrer un homme, nous célébrons la nation. Et là, c'est tous les fils de la Guinée, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il n'y a pas de la place à la politique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons taire nos querelles. Aujourd'hui, nous devons taire nos différences pour ne voir que notre mère, la Guinée qui est, n'est-ce pas, qui est notre seul élément unificateur. Bien. Voilà. Taire nos divergences pour ne voir que l'essentiel, que c'est qui nous unit le plus. Donc, notre maison commune, la Guinée. Merci à vous, docteur Mamadou Dinde Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.